Imaginons que je te dise ceci. Il existe une entreprise qui, à son apogée, valia l'équivalent de 7,9 milliards de dollars. Plus que Apple, Microsoft, Amazon et Saudi Aramco réunis. Et pourtant, presque personne n'en parle. Cette entreprise n'est pas américaine, ni chinoise, ni saoudienne. C'est une société néerlandaise née il y a plus de 400 ans, et son fantôme dirige encore une partie du capitalisme moderne. Avant qu'on plonge dans cette histoire dingue, petite seconde, si tu aimes comprendre l'économie réelle derrière les beaux discours, abonne-toi maintenant à la chaîne, laisse un like et active la cloche. C'est gratuit pour toi, mais pour nous, ça change vraiment tout. Merci. Allez, on remonte le temps. Nous sommes à la fin des années 1500. L'Europe est un immense échiquier impérial. Espagne, Portugal, Angleterre, France. Chacun essaye de contrôler les routes maritimes, les épices, l'or, l'argent, les esclaves. En 1580, un événement va tout bouleverser. L'Espagne met la main sur le Portugal et ses colonies. En une seule union dynastique, un même roi contrôle maintenant des territoires en Amérique, en Afrique et en Asie. Pour les Provinces-Unies, ce qui deviendra plus tard les Pays-Bas, c'est une catastrophe potentielle. Les Hollandais sont officiellement sous domination espagnole, mais en révolte. Et d'un coup, l'ennemi qu'ils essaient de repousser devient encore plus gigantesque. Une Espagne dopée par l'Empire portugais, avec des ports, des forts et des comptoirs sur toute la planète. Comment lutter contre un monstre pareil quand on est un petit pays marécageux au nord de l'Europe? Avec des canons, ils en ont moins. Avec des soldats, ils en ont moins. Les Néerlandais vont donc inventer une autre arme, le capital privé. En 1602, 7 compagnies de commerce néerlandaises fusionnent. De cette fusion naît une entité au nom imprononçable pour la plupart d'entre nous, qu'on abrège en VEOS, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ou Dutch East India Company. Sur le papier, c'est une simple compagnie de commerce. En réalité, c'est une machine de guerre économique. La VOC possède des navires armés, ses propres troupes, des forts, des comptoirs, des diplomates. Mais surtout, elle innove là où personne n'avait encore osé, dans la façon de financer un empire. Pour la première fois, des citoyens ordinaires peuvent acheter des parts d'une aventure impériale. Tu n'es ni roi, ni duc, ni grand seigneur? Ce n'est pas grave. Tu peux quand même financer des expéditions vers l'Indonésie, Java, Ceylan, le Bengale, et toucher ta part des profits. Cette idée toute simple va créer un monstre, un empire financé non pas par les impôts d'un roi, mais par l'épargne d'une société entière. Les marchands d'Amsterdam dessinent les plans, organisent les routes, négocient les cargaisons. Mais derrière eux, une autre force surveille tout cela avec attention, la Maison d'Orange. La Maison d'Orange, c'est quoi? Pas un club de supporters de football, mais une dynastie. Une famille noble, puissante, mais coincée entre deux mondes. D'un côté, l'ancienne Europe féodale fondée sur les terres, les titres, les couronnes. De l'autre, une nouvelle république dirigée par les marchands, où ce qui compte ce n'est plus de posséder des paysans, mais de contrôler des flux de capitaux. Les Oranges n'ont pas de royaume, pas de mine d'argent, pas d'empire colonial à eux. S'ils restent sur le vieux modèle féodal, ils sont condamnés à devenir des figurants. Alors ils vont faire quelque chose de radical pour l'époque. Abandonner progressivement la logique des seigneurs pour adopter celle des investisseurs. Ils ne dirigent pas la VOC au quotidien, mais ils l'alimentent. Ils investissent dedans, ils la protègent, ils l'utilisent nous comme tremplin politique. Plus tard, certains membres de la Maison d'Orange, comme Guillaume IV et Guillaume V, deviendront même statoudeurs, des sortes de chefs d'État, tout en présidant la VOC et la Compagnie des Indes occidentales, sans couronne mais avec des dividendes, sans empire officiel mais avec un levier financier colossal. Au sommet de sa puissance, au XVIIe siècle, la VOC vaut en équivalent actuel plus de 7,9 milliards de dollars. C'est tellement gigantesque que si tu additionnes la valeur boursière des plus grandes entreprises nos actuelles, tu n'arrives pas à ce niveau. La VOC ne se comporte plus comme une entreprise. Elle agit comme un État souverain. Elle signe des traités, lève des armées, déclare des guerres, contrôle des îles entières, dirige des villes, notamment Batavia, l'ancienne Jakarta, transformée en centre nerveux de l'Empire néerlandais en Asie. Pendant près de 300 ans, de gigantesques flottes quittent les ports néerlandais, emportant plus d'1 million de personnes vers l'Asie. Des marins, des soldats, des comptables, des artisans. Ces gens ne travaillant pas pour un roi,
mais pour une société par action. Et c'est là que commence la vraie rupture. La VOC invente presque en même temps la société anonyme moderne, la bourse, la première introduction en bourse, IPO, et la notion de responsabilité limitée. En 1602, la compagnie ouvre officiellement ses livres au public. Tu peux acheter des actions, les garder, les revendre. Tes parts sont matérialisées par des certificats signés, échangeables, transmissibles. C'est la naissance de la bourse d'Amsterdam, le premier marché secondaire organisé de l'histoire. Et surtout, un détail juridique va changer le monde. Si un bateau coule, si la route commerciale s'effondre, si la compagnie fait faillite, tu ne perds que ce que tu as investi. On ne vient pas saisir ta maison ou tes vêtements. Tes pertes sont limitées au capital que tu as engagé. Ça te paraît normal aujourd'hui? C'est parce que cette idée, la responsabilité limitée, est devenue la base de toutes les sociétés modernes. Résultat, la confiance afflue. Les riches marchands, mais aussi des artisans, des veuves, des petits épargnants, achètent des parts par peur de rater le coup du siècle. C'est l'une des premières grandes vagues de FOMO de l'histoire. Au fil des décennies, le cours des actions VOC grimpe d'un facteur 10. Et avec ça, une nouvelle classe sociale apparaît. Des gens dont la richesse ne vient ni de la terre, ni du sang, mais de la possession de morceaux d'entreprise. L'influence néerlandaise ne s'arrête pas aux frontières de l'Empire de la République. Elle traverse la Manche et l'Atlantique. Un prince de la maison d'Orange, Guillaume III, finit par devenir roi d'Angleterre lors de la glorieuse révolution de 1688. Avec lui, il amène tout un logiciel financier, la création d'une banque centrale, l'émission d'obligations d'État, le financement des guerres par les marchés. L'Angleterre copie et adapte le modèle néerlandais. Parallèlement, les Néerlandais fondent la nouvelle Amsterdam en Amérique du Nord, qui deviendra plus tard New York. Quand les Anglais prennent la ville, ils ne détruisent ensuite pas l'architecture économique hollandaise. Ils la recyclent. Résultat, Amsterdam, Londres et New York finissent par former une sorte de triangle financier. Les pratiques inventées pour la VOC, actions, obligations, marché organisé, spéculation, servent de base à l'essor de la City, puis de Wall Street. En clair, sans la VOC, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui ne serait pas le même. Mais attention, ce récit n'est pas une success story propre et glorieuse. Derrière les innovations financières se cache un côté beaucoup plus sombre. La VOC, c'est aussi des massacres d'îles entières comme les Bandas, presque vidées de leur population pour monopoliser le commerce des épices. L'exécution de marchands anglais et japonais à Ambon sur des accusations douteuses, le massacre de Batavia où des milliers de Chinois sont tués dans ce qui est aujourd'hui Jakarta. L'exploitation massive de populations locales réduites au travail forcé pour produire ce que l'Europe consommera avec enthousiasme. L'Empire néerlandais repose sur des contrats et des bilans comptables, mais aussi sur la violence, les armes à feu, la terreur. La VOC a bâti la modernité financière, en piétinant des millions de vies. Et c'est important de garder ça en tête. Quand on admire la sophistication d'un système, il ne faut jamais oublier le prix humain qu'il a imposé. À la fin du XVIIIe siècle, la machine commence à se gripper. La corruption se généralise, les coûts militaires explosent, la concurrence britannique et française se renforce. La VOC, qui se prenait pour un État, n'arrive plus à suivre. En 1796, l'État néerlandais finit par nationaliser progressivement la compagnie. La charte extraordinaire qui lui donnait des pouvoirs quasi souverains expire dans un semi-silence. L'empire commercial s'effondre, mais son architecture survit. Les idées, elles, ne meurent pas. La logique de la société par action, des marchés, des obligations d'État, de la responsabilité limitée, tout cela migre dans la finance moderne. Aujourd'hui, les Pays-Bas ne dominent plus les mers, mais c'est un empire financier disproportionné par rapport à sa taille. Des milliers de holdings, de compagnies, de structures d'optimisation fiscale, des investissements croisés de plusieurs trillions de dollars dans le monde entier. Au cœur de ce réseau de capitaux, la maison d'Orange-Nassau est toujours là et la monarchie est officiellement symbolique. Mais ses liens avec l'industrie, énergie, banque, logistique restent très réels. Participation discreta, trust, fondation. De la VOC à Royal Dutch Shell, des ports d'Asie autour de verre d'Amsterdam et de Londres, on peut suivre une même ligne. Le pouvoir ne passe plus par la couronne mais par le capital, et c'est là que l'histoire devient vraiment actuelle. On a commencé avec une question: comment une entreprise vieille de 400 ans a pu valoir plus que tous les géants modernes réunis? La réponse,
c'est qu'elle n'était pas seulement une entreprise, c'était le prototype d'une chose qui nous entoure aujourd'hui, la multinationale souverain, ce mélange toxique d'intérêts privés et de puissance publique. La VOC gouvernait des territoires avec le langage du profit. Les États modernes gouvernent parfois leur population avec le langage des marchés. La frontière entre États et grandes entreprises, voilà, s'estompe. Alors une autre question apparaît, beaucoup plus dérangeante. Si le marché a remplacé le trône, qui gouverne vraiment le marché? Qui décide de la direction de ce capital invisible qui influence les gouvernements, façonne les lois, finance les guerres, contrôle l'énergie et la nourriture? Dans le monde de la VOS, la réponse était claire. Un conseil d'administration, quelques familles, une dynastie. Aujourd'hui, les noms ont changé, les structures sont plus complexes, mais la logique est la même. Pouvoir et capital ne se séparent jamais vraiment. Si cette histoire t'a fait réfléchir sur le capitalisme, l'histoire cachée de la finance et le vrai pouvoir derrière les États, laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que nous avons encore des VOC modernes, des entreprises si puissantes qu'elles agissent comme des États? Je lirai vos réponses pour préparer les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les coulisses de l'économie.